Mon père est un véritable pervers. Pourquoi ? Parce qu'à la maison, il aimait porter de la lingerie féminine et des couches avant de faire ses besoins dans son pantalon pour se prendre frénétiquement en photo. Le pire, c'est qu'il finissait par manger ce qu'il venait d'expulser. Cette histoire commence en juin 2011. Mon petit frère et moi avions quitté notre mère pour aller passer quelque temps chez notre père. Même si nous ne l'aimions pas, le tribunal avait décidé après le divorce que nous, les deux frères, devions obligatoirement passer les vacances et les jours fériés chez lui chaque année. Ce jour-là, mon frère et moi sommes rentrés à la maison et nous avons trouvé notre père en train de ronfler bruyamment sur le lit. L'ordinateur sur la table basse était encore allumé. Nous avons tout de suite pensé à l'utiliser pour regarder des dessins animés. Nous avons discrètement emporté l'ordinateur dans notre chambre et nous avons commencé à naviguer sans but avec mon frère. Soudain, j'ai remarqué un dossier nommé « Support de cours ». Curieux et pensant naïvement qu'il s'agissait peut-être de films cachés par mon père, puisqu'il n'avait pas eu de petit ami depuis le divorce, j'ai cliqué sans hésiter. Mais je ne m'attendais absolument pas à ce que nous allions voir. Les images qui ont défilé sous nos yeux nous ont donné la nausée. Le dossier était rempli de selfies de notre père. Première photo, mon père porte une perruque bon marché, de la lingerie rouge sexy et affiche une expression de plaisir grotesque. Autour de sa bouche, on distingue une substance jaunâtre non identifiée. Deuxième photo, il tient une couche dans la bouche qui est remplie à ras-bord d'une matière jaune terreux. Troisième photo, il tire la langue face à l'objectif, il est évident qu'il vient de terminer un repas. Quatrième photo, il porte une couche et laisse échapper une substance dorée sur le côté. En voyant ça, mon frère et moi étions au bord du vomissement. C'était dégoûtant, absolument répugnant. Au-delà du choc, je me suis rappelé que notre père était toujours très sévère avec nous. Je me suis dit, si jamais il ose encore nous donner des ordres à l'avenir, j'utiliserai ces photos comme menace. J'ai donc pris mon téléphone et j'ai photographié tout ce qui était à l'écran. Ensuite, j'ai remis l'ordinateur à sa place comme si de rien n'était et j'ai prévenu mon petit frère. Surtout, ne dis jamais rien à personne. Après cet incident, la distance entre nous et notre père n'a fait que grandir. Je ne pouvais même plus regarder son visage sans ressentir ce dégoût, cette image de pervers. Très vite, nous sommes retournés vivre chez notre mère et nous n'avons plus eu aucun contact avec lui pendant longtemps. Jusqu'au jour où mon père, furieux, m'a contacté en ligne pour me demander pourquoi je ne l'appelais pas et pourquoi je ne donnais pas de nouvelles. Une violente dispute a éclaté. À l'époque, c'était le tribunal qui m'obligeait à le voir, je n'avais pas le choix. Mais là, c'était différent. J'avais désormais un moyen de pression sur lui. J'ai donc envoyé les photos. J'y ai ajouté une phrase pleine de sarcasme et de mépris. En voyant que je lui parlais ainsi, il est entré dans une rage folle et m'a insulté copieusement. Mais le mal était fait. Il a ensuite appelé ma mère pour exiger que mon petit frère, Dylan, alors âgé de 13 ans, vienne passer Thanksgiving chez lui. Dylan ne voulait absolument pas y aller, mais il a dû accepter. Avant de partir, Dylan a récupéré les photos que j'avais sauvegardées. Il voulait lui aussi avoir un moyen de défense et apprendre à négocier avec notre père. Très vite, Dylan est arrivé chez notre père, mais il n'avait aucune envie de rester avec lui. Il a annoncé qu'il voulait passer la soirée chez un camarade de classe et que s'il se faisait tard, il ne rentrerait pas dormir. Mon père a écouté, puis ils ont commencé à plaisanter. Mais il lui a interdit de sortir. Dylan n'avait pas le choix. En désespoir de cause, mon frère a envoyé un SMS à son ami. « Je ne pourrai pas venir ce soir. Je passerai demain matin à 6 heures. » Pourtant, le lendemain, Dylan ne s'est jamais présenté chez son ami. C'est mon père qui est allé au commissariat pour signaler la disparition de son fils. La police a immédiatement lancé des recherches. Domicile, montagne, tous les endroits possibles ont été passés au peigne fin. Mais aucune trace de l'enfant. Un mensonge finit toujours par se voir. Cela a duré plus de 7 mois, jusqu'au jour où la police a découvert des ossements dans une forêt à 2 km de là. Mais le crâne, lui, restait introuvable. Dès que l'affaire a éclaté, mon père m'a appelé pour me faire un rapport de la situation. Il m'a dit que la police avait retrouvé les restes de Dylan, qu'il n'y avait pas de traces de blessures et qu'il était impossible de déterminer si la mort avait été causée par un objet contondant. Cette phrase était très étrange, car à ce moment-là, la police n'avait pas encore révélé la cause du décès de Dylan. Mais mon père semblait déjà savoir. Sans dire un mot de plus, j'ai immédiatement composé le 911. J'ai raconté tout ce que je savais à la police. Les enquêteurs ont alors mené une perquisition minutieuse au domicile de mon père. Et effectivement, sur le canapé, sur le sol, sur la table, ils ont trouvé des traces de sang résiduelles. Après analyse ADN, c'était bien celui de Dylan.
Mon père a continué de nier, prétextant que c'était du sang provenant d'une blessure de Dylan en jouant au football. Mais lors des premiers interrogatoires, il avait affirmé que Dylan ne s'était jamais blessé. Il mentait, c'était évident. Mais comme la loi américaine exige des preuves solides, ces simples traces de sang ne suffisaient pas à le condamner. La police a dû le relâcher. L'affaire a traîné jusqu'en novembre 2015, soit 2 ans plus tard. Des randonneurs ont trouvé un crâne dans la forêt, ainsi que des chaussures et des vêtements appartenant à un enfant de 13 ans. L'ADN a confirmé qu'il s'agissait de Dylan. Les fractures sur le crâne montraient qu'il avait subi un coup mortel porté par un objet contondant. Face à cette chaîne de preuves, le tribunal a inculpé mon père. Lors du procès, ma mère et moi avons rendu publiques ces photos compromettantes. Le jury, s'appuyant sur l'ensemble des éléments, a déduit le véritable mobile du meurtre. Ce soir-là, une violente dispute avait éclaté entre le père et le fils. Dylan, mécontent que son père l'empêche de sortir, lui a dit ses 4 vérités. Il le trouvait dégoûtant, c'était un pervers et il n'avait aucun droit de le contrôler. Il a sorti son téléphone et lui a montré les photos, menaçant de les publier sur Internet pour que tout le monde voie son vrai visage. Pour un père, voir son autorité s'effondrer et être humilié par son propre fils a été insupportable. Marc, fou de rage, a saisi un objet lourd et a frappé violemment la tête de son fils, le tuant sur le coup. Ensuite, Marc a démembré le corps, séparant la tête des membres, et a profité de la nuit pour disperser les restes dans une forêt sauvage à plusieurs kilomètres de là. Le 16 juillet 2017, mon père, toujours aussi obstiné devant le tribunal, a refusé d'admettre qu'il avait tué Dylan. Mais aux yeux du juge, sa culpabilité ne faisait aucun doute. Meurtre au second degré, outrage à cadavre, il a été condamné à 48 ans de prison. Marc est resté silencieux pendant le verdict, un visage fermé, sans remords. Heureusement, il a aujourd'hui plus de 40 ans. Il finira le reste de ses jours derrière les barreaux.